Dans cette interview exclusive, j'ai eu la chance de plonger au cœur de l'univers de la finance avec un expert de renom, Nicolas Chéron, qui va partager avec vous ses plus grandes leçons après 20 années de métier en tant qu'analyste boursier. Donc vous allez découvrir les secrets, les stratégies et les conseils d'un analyste boursier chevronné. Donc restez à l'écoute car nous allons aborder aussi des sujets d'actualité comme les perspectives économiques à venir, les opportunités de marché, l'impact potentiel de l'intelligence artificielle sur les investissements et les tendances futures. Et Nicolas nous donnera aussi son point de vue sur le marché des crypto-monnaies, sur le Bitcoin, et nous discuterons enfin de l'utilité de l'analyse technique pour les investisseurs long terme. Donc merci beaucoup à Nicolas d'être venu, c'était très intéressant. Préparez-vous à en apprendre davantage sur les grandes leçons que Nicolas a tirées des marchés financiers, comment il a aussi aligné sa vie personnelle et professionnelle avec sa stratégie d'investissement, les erreurs à éviter en bourse et surtout ses 3 meilleurs conseils pour réussir ses investissements. Et pour couronner le tout, vous découvrirez aussi donc le secret d'investisseur de Nicolas Chéron, selon lui donc le Chéron Secret qui lui permet d'être un investisseur gagnant. Donc ne manquez pas cette interview, restez avec moi, vous allez voir c'est très enrichissant, très inspirant. Je vous laisse visionner ça tout de suite. Bonjour Nicolas. Bonjour Mathieu. C'est un réel plaisir de t'avoir sur la chaîne. Merci beaucoup de m'avoir invité. Avec plaisir. Une première question pour toi, c'est surtout parce que tu as beaucoup d'expérience sur les marchés, tu as plus de 20 ans de métier d'analyste, tu es passé par Bink, Zone Bourse, souvent tu es intervenu chez BFM, je pense qu'aussi tu as vu des événements de marché dans un peu tous les sens en un peu plus de 20 ans. Est-ce que tu pourrais nous expliquer les plus grandes leçons que tu as apprises sur les marchés financiers et quelles sont finalement aujourd'hui tes convictions profondes, un peu ton schéma de pensée, tes principes intemporels aujourd'hui qui te permettent de déchiffrer les marchés au quotidien? Alors ça fait pas mal de questions, j'espère que tu es prêt. Bon, j'ai cru comprendre qu'on avait le temps, donc on va pouvoir passer un peu tous ces sujets en revue. Déjà, je pense que si on est là, si on s'intéresse à la bourse, à l'investissement au sens large, c'est parce qu'on avait compris un principe fondamental. C'est que la bourse est un des placements de long terme les plus rentables qui soient. Lorsqu'on regarde en fait sur les 100 dernières années, bourse et immobilier sont 2 classes d'actifs sur lesquelles il fait bon investir à long terme. À long terme, j'entends là le temps d'une vie. Alors aujourd'hui, on travaille à 25-30 ans, les gens vivent jusqu'à à peu près 80 ans. Ça fait une vie d'investisseur potentiellement d'un demi-siècle. Et c'est vrai que si on se base sur les 2 ou 3 demi-siècles, donc sur les 100-150 ans qui viennent de passer, il se trouve que voilà, la richesse augmente, la population augmente, l'immobilier monte avec le temps et la bourse fait de même. Bien évidemment, le chemin est parcouru avec des embûches. On a eu ces 20 dernières années de beaux exemples avec la crise des valeurs technologiques, la crise des subprimes, la crise du Covid. Mais si on dézoome un petit peu sur la situation, que l'on comprend que les indices sont faits avec les meilleures sociétés d'un pays à l'instant T, que l'on constate que voilà, les bénéfices des entreprises montent eux aussi avec des vagues, mais montent progressivement depuis 100 ans, eh bien on comprend que petit à petit, quel que soit le moment, c'est toujours le bon moment de commencer à investir et à vouloir se créer un patrimoine. Je pense que c'est d'autant plus d'importance désormais qu'on nous parle de retraite à 64 ans, que quand toi tu prendras la tienne, on sera certainement à 72. On aura beaucoup de mal à financer les retraites et que aujourd'hui l'investisseur doit absolument se créer un patrimoine diversifié avec des actifs qui vont pouvoir lui rapporter de l'argent et pallier notamment cette retraite. D'autres principes que j'ai pu constater ces dernières années, c'est que il est bon d'être diversifié sur à peu près toutes les classes d'actifs pour pouvoir absorber les fameux chocs dont je te parlais il y a quelques instants, ces fameuses crises. Il est bon, je pense, d'avoir un peu d'immobilier et puis dans la partie bourse, d'avoir des actions de sociétés solides, d'avoir des actions peut-être parfois un peu plus spéculatives, d'avoir des métaux, d'avoir des cryptos, mais de ne pas être uniquement sur une seule classe d'actifs, surspécialisée et potentiellement en risque sur cette classe d'actifs si elle venait à fortement baisser. On se rappelle de 2008 par exemple où les actions du CAC ont pratiquement perdu 60%. On se rappelle plus récemment de 2022 où
toute la classe d'actifs crypto-monnaies a perdu 80%. Je pense qu'il est bon pour un investisseur d'avoir un petit peu de tout et d'avoir parfois des classes d'actifs qui vont en pallier d'autres. Un simple exemple, moi j'aime beaucoup les métaux qui peuvent s'apprécier dans des périodes un petit peu plus troublées. Je pense qu'il faut rester ouvert à toutes les classes d'actifs possibles et être clairement dans une démarche de création de patrimoine à grande échelle, mais ça peut aller, si tu veux, de l'immobilier à la bourse, à acheter des œuvres d'art ou à avoir une cave avec du bon vin dedans. C'est toute une psychologie dans laquelle on se met, où on se dit, voilà, j'ai 20 ans, 30 ans, 40 ans, je commence à gagner de l'argent, j'ai envie de créer un patrimoine pour moi, pour mes enfants, et je vais donc acheter un petit peu de tout le temps. On pourrait même rajouter SCPI, par exemple, Private Equity, des choses qui sont aussi très décorrélées des marchés boursiers. C'est clair. Et moi, je trouve aussi que l'avantage d'avoir un patrimoine bien diversifié, c'est que tu sais qu'il est beaucoup plus solide et que du coup, tu peux te permettre d'investir plus, alors que les gens qui sont dans des choses très spéculatives, ils ont tendance à se dire ouais, c'est quand même spéculatif, donc je vais quand même garder pas mal de cash. Et là où et ce qu'on sait aussi très bien sur le long terme, c'est que le cash, par contre, c'est une des pires classes d'actifs. C'est clair. Donc il faut être totalement en phase avec ce que l'on met en place pour pouvoir être confiant et pour pouvoir être investi pratiquement en permanence, quoi qu'il se passe. Ouais. Après, il y a deux autres préceptes, je pense, qui sont très importants. Le premier, c'est que le marché a toujours raison. Donc, on achète une action, elle baisse, malgré l'analyse graphique qu'on a pu en faire, malgré l'analyse fondamentale, malgré les dires du PDG, malgré les objectifs donnés par les analystes qui suivent le dossier. Le marché a toujours raison et c'est lui le plus fort. Donc, je pense qu'il faut aussi apprendre à ne pas s'entêter. Si on est sur un mauvais placement, un mauvais conseil, une mauvaise formation, un mauvais actif, il faut aussi savoir se couper une main plutôt qu'un bras, couper ses pertes et parfois passer sur autre chose. Voilà, c'est assez important parce que la perte vient peser psychologiquement, vient gréver la confiance que l'on a en soi. Et donc, voilà, savoir que le marché a toujours raison et ne pas se battre contre lui, mais essayer d'évoluer avec lui. C'est intéressant. C'est une forme d'efficience de marché, en fait. Tu es en train de parler... C'est un petit peu comme la théorie de Fama, quoi. Un peu de qui tu dis? De Fama, de French Fama, de French et Fama plutôt, où qui dit que toi tu dis le marché a toujours raison, donc si on a eu tort, c'est qu'on a vraiment eu tort et que on peut s'en remettre qu'à soi-même. French et Fama, ce qu'il dit, c'est plus que le marché est efficient dans le sens où c'est super dur, voire impossible d'avoir une info que les autres n'ont pas. Efficience informationnelle, tu vois, dans le sens où tu peux pas arriver toi en tant que particulier et te dire je sais que Air Liquide ça va exploser, tu vois. Donc c'est un peu moi dans ce que tu dis je ressens, enfin c'est un petit peu ça, ouais. C'est un peu ce que tu dis, c'est un petit peu une forme d'efficience de marché, ouais. Et puis apprendre aussi que les règles du jeu peuvent changer. Je pense que ça c'est quelque chose auquel on s'attend pas, des choses qui se passent et qu'on n'a jamais vues et qui arrivent et qui nous font bizarre. Je te donne un exemple. Depuis 15 ans, nous vivons dans l'ultra-liquidité. C'est quelque chose qu'on ne connaissait pas avant. Avant 2008, en fait, les injections de milliers de milliards, c'était pas quelque chose que l'on connaissait. Entre 2008 et 2020, on a fait des injections dans les marchés, on a créé les quantitative easing, on a déversé des liquidités et on a comme ça aidé les marchés à monter énormément. C'était une nouvelle donne. Et parfois, il faut essayer de comprendre cette nouvelle donne, de s'y adapter, d'en profiter. Mais il faut savoir que les règles du jeu peuvent changer. Un autre exemple, c'est le plafond de la dette des États. On voulait tous respecter en Europe les 100% d'endettement, et puis au final, on passe à 130, puis à 150, et c'est pas pour autant que la Terre s'est arrêtée de tourner. Les instances dirigeantes peuvent aussi changer les définitions. Regarde, quand on parlait de récession récemment, les autorités américaines nous disaient que c'était un ralentissement de la croissance, ou une croissance négative de court terme, passagère. Ouais. Donc pendant le Covid, on aurait pu penser que la Terre s'était arrêtée de tourner, donc que les marchés allaient rester au tapis.
Et non, il y a eu des milliers de milliards qui ont été injectés. Et en plus des liquidités injectées par les banques centrales dont on avait plus ou moins l'habitude, on a pour la première fois testé l'envoi de chèques aux populations. C'était la première fois qu'on faisait ça. On a payé en France des personnes qui ne travaillaient plus. On a aidé des sociétés. Et aux États-Unis, on a envoyé des chèques à la population. Alors, on parlait déjà d'hélicoptère money potentiel depuis des années. Pour les peuples, on parlait de salaire minimum. On n'y est pas encore, mais on a, alors que personne ne s'y attendait, je pense, encore des nouveautés qui sont venues changer la donne, booster les marchés à fond et engendrer un peu des phénomènes de bulles comme on les a connus en 2022 sur les SPAC, sur les cryptos, sur les valeurs américaines de croissance qui ne gagnaient pas d'argent. Donc voilà, on a des bases qui nous permettent de savoir plus ou moins que depuis 100 ans, immobilier, bourse sont intéressants, il faut se créer un patrimoine, il y a des crises, ça fait partie du jeu. Il faut aussi comprendre que la forme de l'échiquier en lui-même ou la possibilité de faire bouger un fou autrement qu'en diagonale sur l'échiquier est une possibilité et que les règles peuvent changer. Ouais, carrément. Surtout, moi j'irais surtout dans le monde des cryptos, ça c'est un sujet primordial quand tu investis en crypto, de suivre un peu l'avancement des nouvelles règles qui je pense vont dicter un peu le marché. Ok, oui, super. Quand la défi dans les cryptos c'est démocratisé, tout le monde a dit qu'il était légitime, normal de pouvoir avoir des rendements à 10, 15, 20% tous les ans. On a bien vu que c'était pas le cas. Yes. Ouais, carrément. Ok. Et est-ce que tu as d'autres leçons apprises sur les marchés sur 20 ans ou ça c'était les principales? Je pense qu'on va en parcourir quelques-unes en parlant de stratégie, de conseils ou d'erreurs et petit à petit ça va venir. Mais voilà, je dirais que c'est passionnant de suivre la bourse. Ça permet de suivre la macroéconomie, la politique, les résultats d'entreprise. Je pense qu'il faut être de nature optimiste ou du moins que investir nous donne envie d'être optimiste. Tu sais, aujourd'hui, un jeune qui écoute la télé, la politique, il voit les crises climatiques, les rapports du GIEC, toutes ces choses-là, et il peut se dire, ça va être compliqué pour les années et les décennies à venir, ça va être compliqué dans la vie, donc ça va être aussi compliqué dans l'investissement. Mais je crois que plus on creuse l'investissement, plus on essaye de trouver des secteurs, des poches qui vont monter quoi qu'il arrive, des entreprises qui arrivent à délivrer, qu'on soit dans des périodes de récession ou pas, pendant des crises ou pas. Cet investisseur, il cultive son optimisme en fait, et ça fait du bien en fait quand on est dans une optique je veux investir, je veux créer quelque chose, je veux bâtir un patrimoine, ça donne envie d'être optimiste et voilà, je pense que c'est un bon accompagnement dans la vie. Ouais, carrément. Mais surtout je trouve aussi qu'il y a un certain on se dit que OK, c'est monté pendant 200 ans la bourse. Maintenant, c'est terminé vu ce qui va arriver, etc. En fait, si tu étais en 1929, je pense que les gens pensaient encore, je pense que les gens pensaient vraiment pire que ça. C'est-à-dire que pour eux, c'était la bourse, c'est terminé, ça peut plus réexister, c'est fini. Le marché, il a fait moins 80%, ça n'existe plus. Pourtant, si t'es un optimiste à cette époque-là, si t'achètes le Dow Jones après 1929, ça s'est plutôt bien passé, voire très bien passé pour toi ensuite, quoi. Sur le long terme, il faut toujours voir sur le long terme. Ça a été difficile quelques années, certes, mais par la suite, c'était beaucoup mieux. Souvent, quand un jeune me dit mais tu penses pas que ça va être plus compliqué dans les 20 ans qui viennent, je lui dis voilà, que penses-tu que les investisseurs pensaient en 1929 ou encore en 1939 pendant la guerre ou dans les années 70 quand il y avait les chocs pétroliers ou encore les tensions énormes entre les deux blocs États-Unis et Russie. Il y a de tout temps eu des guerres, il y a de tout temps eu des tensions, il y a de tout temps eu des troubles faits, des facteurs baissiers, des facteurs de volatilité. Mais tant qu'on sera, si tu veux, dans un système capitaliste avec une population mondiale qui croît, avec des richesses qui augmentent, avec un gâteau à se partager qui est de plus en plus important, cela pourra continuer. Est-ce que ça va arriver à un moment à son maximum?
je ne sais pas. Voilà, ça fait 10-15 ans qu'on nous dit qu'il y aura plus de pétrole bientôt, et puis au final, on continue d'en trouver, on continue de trouver de nouvelles ressources énergétiques, on trouve de nouvelles technologies. Encore une fois, voilà, soit on se dit que tout est foutu, on n'investit pas, on se construit une cabane au fond d'un jardin ou un bunker, soit on essaye encore une fois de se dire qu'il y a toujours des portes de sortie, des moyens d'innover, des sociétés qui tireront leur épingle du jeu, et on choisit donc ce camp de l'optimisme, si je puis dire. Et puis, j'irais même plus loin, c'est que, tu vois, aujourd'hui, un jeune qui me dirait, je commence à investir maintenant, je vais faire un peu de matières premières, un peu de crypto, un peu d'actions, etc. Est-ce que je vais forcément avoir du rendement? Est-ce que je vais forcément faire des gains? Est-ce que je vais avoir les performances historiques des indices et des matières premières et des cryptos? On peut pas répondre à cette question-là. Par contre, il aura appris à investir. Donc, il aura appris à épargner. Donc, il aura appris à faire un budget de vie. Soit il constate que son salaire n'est pas assez important et il essaye de travailler plus pour avoir des primes pour augmenter son salaire ou de changer de société. Soit il va se créer des side projects, il va créer un petit site internet, une formation, participer à un projet avec des amis. Il va plus réfléchir sur lui, sa façon de vivre, son budget, son moyen d'épargner. Il va se créer cette épargne, il va ensuite la diversifier. Si tu investis 5 000 € par an pendant 10 ans et qu'au bout de 10 ans, t'as pas fait de gain, c'est pas la fin du monde. T'auras épargné, t'auras mis de l'argent de côté, t'auras moins dépensé, t'auras été conscient de l'importance d'un budget. Donc, l'investissement au sens large, ça t'apprend aussi des choses sur ta manière de vivre. Ouais, à la fois donc de l'optimisme et en fait limite du développement personnel, quoi. Exactement. Ouais, pour toi, il y a des vrais bénéfices. Faire de la bourse, ça change ton mindset. C'est ça. Ouais. Il y a plus que des bénéfices financiers, quoi. Tu dois être optimiste, tu dois être curieux, tu te dois d'épargner, donc soit d'épargner plus sur ce que tu peux épargner ou de gagner plus et de te battre dans la vie pour pouvoir gagner plus. Et donc, ça te donne des sources d'inspiration, de recherche sur le côté travail et le côté personnel. Donc, c'est ça que ça m'a apporté ces 20 dernières années. Oui. Ok. Bon, ben super intéressant. Moi, j'avais une question juste après, c'est ok, donc là, finalement, grâce à ces 20 années d'expérience, tu nous a un peu donné tes grandes leçons. Moi, j'ai cru comprendre qu'il y avait récemment, par contre, eu des changements assez majeurs dans ta vie. Notamment parce que j'ai cru comprendre que tu as quitté un peu le stress de la capitale et donc de Paris et tu es allé vivre au calme plutôt à l'île de la Réunion. Oui. Et même côté investissement, tu as un peu réduit, je dirais, le trading court terme et tu te positionnes de plus en plus sur de la stratégie long terme, même de la stratégie passive, des ETF, etc. Ma question, c'est finalement pourquoi un peu ce switch vers le calme, vers la tranquillité, mais surtout côté investissement, pourquoi ce switch court terme trading vers passif, long terme? C'est un chemin de vie. Je dirais que à 20 ans, tu as envie de croquer le monde. À 30 ans, d'embrasser ta carrière professionnelle. À 40 ans, de te développer personnellement et de fonder une famille. À 50 ans, de t'en occuper. Et à 60 ans, de passer le relais. Tu vois. Je dirais que c'est un cheminement logique. Et c'est un cheminement de vie que nombreuses personnes font. Voilà, entre mes 25 et mes 35 ans, j'ai bossé à fond, j'ai pas compté mes heures, j'ai fait toutes sortes d'emplois dans différentes sociétés, jusqu'à créer ma société, me diversifier, autant dans mes activités que dans mes investissements. J'ai passé énormément de temps à travailler pour pouvoir toujours gagner plus et épargner plus. Et puis, au bout d'un moment, j'ai fatigué. D'une part, tu peux le voir, je me suis fait quelques petits cheveux blancs. Et puis, j'ai fait le tour de la question. Après, il a fallu que je pèse entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. À 25 ans, tu peux travailler 80 heures par semaine, tu peux travailler tard le soir, tu peux sacrifier des week-ends. Voilà, maintenant que ça fait 10 ans que je suis avec ma femme,
si je suis sur l'ordinateur le week-end, je me fais taper dessus. Hein. Ok. Donc, j'ai atteint, si tu veux, des niveaux de salaire autour de mes 30 ans où je me suis dit, est-ce que tu restes à Paris, tu restes salarié, tu continues de bosser 80 heures par semaine, tu fais un peu partie de la rat race, t'es dans ta roue. Donc voilà, j'étais dans ce qu'on appelle la rat race. J'ai eu des beaux salaires, j'ai vu ce que je pouvais épargner tous les mois et je me suis demandé, est-ce que tu veux rester à Paris dans le stress et la pollution et travailler 5 jours sur 7 dans un bureau? Est-ce que tu veux être tous les jours en costume de 8h à 19h dans une institution? Est-ce que tu as besoin de gagner beaucoup plus pour pouvoir être tranquille? Il se trouve que j'ai pas de Lamborghini et que j'ai pas de Rolex au poignet. Ouais. Donc à un moment donné, en fait, j'ai essayé de faire le point sur ce que j'avais en revenus actifs et en revenus passifs, en patrimoine, de ma femme qui avait fini ses 10 ans d'études aussi pour être chirurgien ophtalmo et 12 ans d'études même, et qui allait rentrer dans le monde du travail et donc pouvoir équilibrer, si je puis dire, nos finances de couple et nos projets. Et c'est venu naturellement à moi. Créer ma société, arrêter d'être salarié en costume tous les jours, travailler 3, puis 2, puis 1 jour au bureau, puis travailler totalement à distance, réduire, s'il le fallait, mon salaire mensuel pour pouvoir travailler moins. Et ensuite, c'était l'étape suivante, c'était de partir de Paris. On a regardé pour partir en province, on a regardé pour partir dans les dom-toms. On a trouvé La Réunion parce que c'est elle qui avait un poste pour s'occuper des enfants ici. Et ça matchait. Voilà. J'ai décidé que j'avais besoin de plus de temps pour moi, pour faire du sport, pour être bien dans ma vie, bien dans mon couple. Et c'est un précepte que m'a appris un formateur spécialisé dans l'analyse technique qui s'appelle Tradosor, que tu connais sûrement. Dans la vie, tu as le money management et au-dessus du money management, il y a des choses. Il y a le life management, ta santé, ton bien-être, et puis il y a le wife management. Ça sert à rien d'avoir uniquement le money management, de ne penser qu'à l'argent, de ne penser qu'à gagner plus, de ne penser qu'à investir plus. Il faut que ce soit un équilibre entre les trois. Il faut que tu sois bien dans ta vie, bien dans ta peau, pour bien travailler, être bien dans ton couple, et je dirais que les investissements suivront. Mais c'est pas, je me tue à la tâche, je bosse 80 heures par semaine, je vois pas ma femme, je mets plein d'argent de côté, donc tout va bien dans ma vie. Tu vois, il faut trouver cet équilibre. Donc moi, j'avais besoin de faire moins de trading, plus d'investissement, moins de projets actifs, mais plus de mise en place de revenus passifs. Et donc voilà, de switcher un petit peu ma façon de voir les choses, que ce soit dans mon travail, dans mes investissements, dans ma vie. Ok. Je crois on a vraiment la même philosophie, la même approche parce que pour moi c'est pareil. Alors je suis pas à l'île de la Réunion, mais je suis en province. Et j'ai aussi madame qui me taperait sur les doigts si je travaillais le week-end alors qu'elle est là. Et moi j'ai le petit chien, on va balader, on essaie de pas trop se tuer à la tâche au travail. Ouais, c'est et puis ouais, moi dans toute ma philosophie d'investissement, je regarde aussi toujours en face le gain de temps. Tu regardes, tu vois le risque, tu regardes la performance, mais je regarde aussi combien de temps je vais y passer. Ça pour moi c'est essentiel, tu vois. Donc si on me dit demain je fais du 15% par an, mais je dois y passer 10 heures par semaine, ça me plaît pas, quoi. C'est ça. Mais si je fais du 10% par an, mais je dois y passer 5 minutes par mois, ben c'est où qu'il faut signer, quoi. C'est bon pour moi. Voilà. Il y a des choix à faire. Comme on le disait en introduction de cette vidéo, l'investissement fait partie de la vie, tu vois. Et les deux doivent cohabiter. Voilà. Donc travail, vie, investissement, les trois doivent te ressembler à toi
ta façon de voir la vie, ta façon de faire, et puis bien évidemment l'âge change les choses. Le trading, c'est beaucoup de stress, ça prend beaucoup de temps, gagner plus d'argent à un moment, mais pour quoi faire? Tu vois, ces dernières années, j'arrivais en moyenne à sortir 50 000 euros de gains par an, sur ensuite lesquels tu payes des impôts supplémentaires. Le trading, c'est solitaire, c'est stressant. À côté de ça, je pouvais aussi travailler sur mes projets d'éducation, de vulgarisation pour les particuliers, de faire des vidéos, de faire des contenus, de partager, d'échanger, de rencontrer des gens, de faire des restaurants, de te rencontrer toi, de faire des conférences et de faire en sorte que ce soit cette activité-là qui me rapporte cet argent-là sans avoir à y passer trop de temps, trop de stress et à vivre tout seul comme un ermite devant mon ordinateur. Donc voilà, faut faire des choix. Yes. Est-ce que c'est du stress parce que t'es devant ton écran, enfin quand je fais du trading, parce que t'es devant ton écran et tu prends des décisions lourdes, ou est-ce que c'est du stress parce que tu te dis est-ce qu'à la fin de l'année je vais être positif, et peut-être qu'il y a des années où il y a des mois peut-être que tu as été en négatif. Est-ce que c'est plus un stress lié au résultat final, ou vraiment sur le moment où ça occupe toute ta charge mentale entre guillemets? Je pense que là-dessus, chacun est différent. Ce qu'il y a, c'est que j'ai des activités qui me rapportent une assise confortable. Donc, si je fais du trading, c'est pour gagner des sommes importantes. Donc, si je veux gagner des sommes importantes, je mets des sommes importantes et ou de l'effet de levier. Donc, ça a tendance à me bouffer la charge mentale, à me prendre la bande passante de la tranquillité, ouais. Ouais, okay. Malgré le fait qu'on ait des outils, qu'on ait des stocks de protection, qu'on ait des objectifs, qu'on puisse des fois rentrer un trade et le laisser faire, on peut pas s'empêcher de regarder son iPhone 10 fois dans la journée. Certains y arrivent peut-être. Moi, j'y arrive toujours pas. ouais, je comprends. C'est sûr que ça doit te bouffer intérieurement, quoi, un peu. Ouais. Yes. T'en parlais justement, c'est vrai qu'on s'est rencontrés en vrai 2 fois. La première fois, c'était dans ton restaurant préféré chez Brigitte. Et tu en parles souvent. Et la deuxième fois, c'était au Carrousel du Louvre à Paris pour un événement qui était Investir Day. Ouais. Où dedans, en fait, on a animé une table ronde tous les deux, et on faisait, c'était les meilleurs conseils pour débuter en bourse. Du coup, ma question, c'est aujourd'hui, pour toi, quels sont les 3 meilleurs conseils pour bien investir en bourse? Le plus important, et ça fait lien avec tout ce qu'on vient de raconter, c'est de faire une introspection, de définir son profil, de définir les produits qui vont avec ce profil, de définir si on a de l'appétit pour le risque ou pas, si on a de la peur ou pas, etc., si on a de l'appréhension à la perte, des choses comme ça. Ça va de pair en fait avec mon deuxième conseil. Mon deuxième conseil, c'est ne pas suivre à l'aveuglément un formateur, un donneur de conseils, même un analyste comme moi. Et c'est de se faire sa propre opinion pour être à l'aise avec ses investissements. J'ai vu trop souvent des gens arriver sur Twitter ou YouTube ou bref, des sources d'information et de dire « Ah bah c'est bon, c'est du trading en 4 heures sur le DAX que j'ai envie de faire parce que machin en fait. » Ou j'ai un copain qui est fan des biotech, il a fait des beaux gains certaines années, donc ça y est, je vais le suivre sur les biotech. Ou tel YouTuber fait des super vidéos sur les cryptos, je suis très intéressé, je suis curieux, mais du coup j'ai mis 100% en crypto comme lui. Je pense que c'est bien d'aller glaner de l'information chez un peu tout le monde, d'aller voir ce que chacun fait, mais de ne pas s'enfermer avec justement une technique ou un actif qui parfois ne va pas nous aller. Il y a des gens par exemple qui suivent un formateur qui donne des conseils sur le DAX en données horaires, en intraday donc, alors qu'ils ont un métier et qu'ils ne peuvent pas trader du DAX en intraday s'ils ont un métier. Ils n'ont pas le temps, à moins d'aller passer les ordres aux toilettes ou en pleine réunion de prendre son téléphone et de pas se faire griller, tu vois. Mais en fait, le fait d'avoir suivi quelqu'un, une technique, un actif, les emmène dans quelque chose qui ne leur ressemble pas du tout. Quelqu'un d'autre qui irait dans les cryptos, alors qu'en fait, pour lui, perdre 50%, c'est la fin du monde. Tu mets pas tous tes œufs dans le même panier de la crypto si t'es pas prêt à perdre moins 80% sur tes investissements, sachant que sur ces 10 dernières années, les cryptos ont à 4 reprises perdu entre 78 et 96% de mémoire. Ou 90%, j'ai plus le chiffre exact en tête.
Mais dans tous les cas, c'est énorme. C'est énorme, voilà. Donc, il faut être en adéquation avec soi-même. Donc là, j'en reviens à mon précepte numéro 1. Comment être en adéquation avec soi-même? C'est un peu comme si on avait tous besoin d'aller chez le psy et de faire une psychanalyse avant de commencer à investir. Qui suis-je, moi, en tant que investisseur dans ce monde moderne? Est-ce que j'ai envie d'investir sur le long terme? Est-ce que j'aime toutes les classes d'actifs? Qu'est-ce que je me constitue comme portefeuille en termes de poche, PEA, PER, compte titre, compte crypto? Qu'est-ce que je vais faire en termes d'allocation, donc en pourcentage sur chacune de ces poches? Est-ce que ces produits me vont? Ah, je viens de découvrir le DCA sur les indices. C'est génial. Me disent beaucoup de personnes en 2021, 2022. Puis en 2022, le Nasdaq perd 35%. Et là, j'ai des gens après 30% de baisse du Nasdaq qui m'écrivent et qui me disent: est-ce que tu penses que ce serait le moment d'arrêter mon DCA ou de faire une pause, parce que là, on est clairement dans une crise majeure. Encore hier ou avant-hier, j'ai un copain avec qui je discute. Il a commencé son portefeuille il y a 3 ans. Il commence à avoir de très belles performances dans son portefeuille, des valeurs qui versent des dividendes. Il a du total sous 30 euros. Et il me dit: est-ce que tu penses que là, bon, je vais toucher le dividende de Total, je suis à 100% sur ma ligne. Est-ce que tu penses que je devrais couper pour reprendre plus bas, tout ça? Je lui dis: attends, t'étais parti dans de l'investissement long terme et là tu me demandes s'il faut passer en market timing à court terme alors que l'investissement long terme va à l'inverse du market timing. C'était quoi ton plan de départ? Investir sur 15 ans? Ouais, c'était ça, c'était investir sur 15 ans parce que j'ai pas de temps, du coup j'ai choisi que des valeurs solides, mais par contre si ça rebaisse, ça m'embêterait de voir mes gains un peu rognés, etc. Je lui dis: de toute façon, tes gains, tu les verras toujours monter et baisser. Il y a forcément un moment où ça va baisser, où ça entamera un peu tes gains ou ta confiance. Mais tu pourrais aussi continuer de mettre de l'argent puisque tu es en DCA. Donc, s'il y a une baisse dans les mois, trimestres qui viennent, est-ce que c'est si mauvais que ça? Ça va faire baisser un peu tes investissements de ces 2-3 dernières années, mais ça va te permettre d'acheter moins cher sur les suivants. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est ça qui est bien avec le DCA, le fait d'investir tout le temps. Si ça monte, on est content parce que l'argent qu'on a mis de côté grimpe, mais si ça baisse, on se dit qu'on va pouvoir accumuler moins cher. Donc voilà, tout ça pour dire, il faut se poser les questions, de savoir qu'est-ce qui nous plaît, de mettre en place les bonnes poches, les enveloppes fiscales, d'avoir les bons outils, les bons courtiers, les bonnes poches actions, matières premières, crypto, private equity, SCPI, etc., crowdfunding, Pinard, tout ce que tu veux. Et puis, peut-être de s'écrire à soi-même un email ou un papier qu'on va mettre derrière l'écran du PC en disant: Nico, voici ton plan à 20 ans. Tu as signé avec toi-même, nous étions à tel moment, t'as dit, ça baisse, je paye, ça monte, je paye tout le temps, j'accumule. Tu sais que c'est exactement ce que j'allais dire. J'avais ça en tête là. Je voulais pas te couper, mais c'est peut-être ça, je crois, un des meilleurs conseils et je pense un des moins utilisés dans le même temps. C'est-à-dire écrire son plan d'investissement en amont, l'afficher peut-être dans les toilettes ou je sais pas, mais un peu comme ce qu'il y a dans le livre de Benjamin Graham, L'investisseur intelligent. À un moment donné, il te fait écrire. Alors, je sais pas si c'est lui ou si c'est le commentateur. Jason Swag là, mais tu dois écrire normalement ton plan d'investissement et tu dois vraiment le respecter et à chaque fois que tu trembles un peu sur les marchés, que tu paniques, tu es censé le re-regarder et te dire OK. Ça, je pense que c'est un des meilleurs conseils, pourtant un des moins utilisés quoi. C'est vrai. Suivre son plan, se faire confiance à soi-même. Après, ça veut pas dire que on va pas évoluer de temps en temps, augmenter à un moment la poche des métaux, abaisser la poche des cryptos, aller plus sur des choses qui nous ressemblent, sur un secteur, sur le marché action, parce que on travaille dans l'aérospatial, donc on va acheter un peu ce secteur-là, ou dans la défense, et qu'on est en période de guerre, de tension, donc on va pas s'y intéresser plus. Faut graver des principes dans le marbre, mais après, faut être aussi ouvert sur le fait d'arbitrer, d'améliorer, de modifier un petit peu.
faut rester ferme avec soi-même et les règles de base, mais rester malléable dans l'optimisation pour toujours être en phase avec son soi-même du moment, quoi. C'est ça, ouais. Ouais, exactement. De toute façon, l'investissement, c'est jamais une science exacte. T'as pas la formule. Tu sais exactement sur quoi tu dois investir. C'est un art. C'est à toi de composer avec ça, quoi. Ouais. Clairement. Ouais. Et puis après, si je devais donner un troisième conseil pour les débutants, c'est ne mettez pas l'argent dont vous avez besoin. Il y a des gens qui mettre de l'argent sur les marchés alors qu'ils pourraient en avoir besoin 6 mois plus tard pour se payer un voyage ou 12 mois plus tard pour faire un cadeau de Noël ou 2 ans plus tard parce qu'ils veulent acheter un bien immobilier. Il est inconcevable de pouvoir bien gérer de l'argent dont on sait qu'il est nécessaire pour autre chose. On va pas vouloir prendre de risques, on va forcément se planter, il va y avoir une charge mentale, un stress qui va être trop fort. Donc jamais mettre d'argent dont on a besoin, encore moins parce que je l'ai vu emprunter de l'argent à un proche, emprunter de l'argent à un banquier et l'investir en espérant qu'on va gagner plus que ce que vont nous coûter les intérêts. Parce que voilà, hein, tu te mets à investir sur un top de marché, sur le marché action, tu vas mettre quelques années avant de t'y retrouver. Donc quelques années pendant lesquelles tu auras une charge mentale très forte, une perte latente et en plus des intérêts à payer sur ta dette. Donc il faut apprendre à moins dépenser, plus épargner ou plus gagner de l'argent pour pouvoir l'investir en bourse. Mais ne surtout pas le faire à crédit. La pression est trop grande, ça mènera forcément à de la frustration, à des pertes, etc. Et tout cela va aussi avec l'effet de levier. L'effet de levier, quand on débute, c'est dangereux. Voilà, que ce soit sur les actions avec le SRD et la possibilité d'aller jusqu'à un levier 5, que ce soit les indices sur lesquels on peut faire des turbos, levier 10, 20, 30 et plus, ou bien les cryptos avec des effets de levier de 100, le risque est proportionnel, le gain et le risque sont proportionnels. Certes, on peut viser des gros gains, mais on se mettra toujours en danger quand on utilise l'effet de levier. Donc, au début, en tous les cas, tant qu'on ne connaît pas, tant qu'on ne se connaît pas, on trade sans levier, avec de l'argent qu'on a mis de côté, qu'on est prêt à perdre. On fait ses premières erreurs, on apprend des leçons, et ensuite, on montera en puissance avec les années sur les différentes classes d'actifs. La possibilité de faire du levier dans une poche trading, par exemple, et de ne pas mettre en risque l'ensemble de son portefeuille ou de ses actifs parce qu'on a fait le cacou à un moment. Ouais, je vois très bien. D'ailleurs, en parlant d'erreurs, ça coûte quand même moins cher d'apprendre des erreurs des autres que des siennes. Oui. Est-ce que tu vois des erreurs, toi, souvent parce que du coup, dans ton métier un peu de vulgarisateur, est-ce que chez les particuliers, tu vois des erreurs qui sont récurrentes, des trucs qui sont assez énormes qu'il faudrait... que tu pourrais dire, voilà, comme ça, au moins les gens pourraient apprendre sans les faire eux-mêmes et du coup apprendre pour moins cher. Quoi. Oui et non. Ouais. Ça, c'est un côté assez frustrant de mon métier. C'est le fait de vouloir aider les gens à ne pas faire d'erreur. Tu peux pas sauver tout le monde et il y a des gens qui n'apprendront que en faisant l'erreur par eux-mêmes. Je pense malgré tout qu'il y a un bon nombre de personnes à qui, si tu expliques bien pourquoi faut pas faire cette erreur, comment ne pas la faire, etc., ils ne la feront jamais. Mais malheureusement, beaucoup ont besoin de la faire pour l'apprendre. Et ceux qui ont besoin de la faire pour l'apprendre et qui font l'erreur et qui n'apprennent pas de cette erreur, là, c'est beaucoup plus touchy, c'est beaucoup plus dangereux parce que ça veut dire qu'on a un profil un peu dangereux pour soi-même. On nous a prévenu de pas faire certaines choses, on les a quand même fait, et malgré le fait qu'on les fait et qu'on ait compris qu'il fallait pas le faire, on continue de le faire. Là, ça, c'est un comportement dangereux. On est dans de la bourse, dans de l'addiction, dans de la répétition de fautes, et à ce moment-là, il faut vraiment se remettre en question pour la suite. Pour les autres personnes, des erreurs, tu vois, je pense à l'affaire Orpea. Orpea, société française bien connue, tous les fonds d'investissement en ont, la valeur passe de 100 à 70 ou à 60. Sur des rumeurs, sur un livre, sur des médias qui s'emparent du sujet. Et c'était typiquement un couteau qui tombe. Couteau qui tombe, c'est un graphique où tu as une très forte chute, des volumes historiques, des gens qui sortent et un brouhaha négatif autour de l'action.
j'ai passé des semaines, des mois à répéter, n'achetez pas Orpea, n'achetez pas un couteau qui tombe, n'achetez pas ce truc, c'est un piège, il ne faut pas le faire. Les gens vont sortir, les fonds vont sortir, l'État pourrait s'en mêler, les médias vont continuer de creuser. Aucun gérant ne voudra avoir du Orpea en portefeuille parce que ses clients vont dire en fin d'année qu'ils exploitent la vie de nos aînés, de nos retraités, personnes âgées, etc. Et malgré tout, j'ai vu des gens acheter du Orpea à 60, à 50, à 40, à 20. Voilà, je sais pas à combien elle est maintenant Orpea. Je crois qu'on est carrément descendu à 2 ou 3 euros. Hein. Elle est à 3 euros actuellement, tu vois. Donc certains, voilà, elles passent de 70 à 20, se disent, mais attends, là, on est à moins 80% sur les plus hauts, c'est vraiment pas cher. Et c'est une opportunité. Donc voilà, le couteau qui tombe, c'est arrivé sur Orpea, c'est arrivé aussi sur Solution 30. Ça arrive rarement, mais quand ça arrive, en fait, faut pas se dire que c'est l'opportunité du siècle d'acheter un dossier moins cher. C'est peut-être qu'il s'y passe quelque chose de grave, et s'il s'y passe quelque chose de grave, on n'a pas envie de se réveiller un matin à moins 30. Les gens pensent souvent que quand une action fait moins 70%, elle ne peut que remonter, ou en tous les cas, elle ne reperdra pas 70%. Au final, c'est ce qu'a fait Orpea. Et elle l'a même fait 3 fois, puisqu'elle est passée de 100 à 30. Puis à 30, elle a reperdu 70%, elle est descendue à 9. Et à 9, elle a reperdu 70%, elle est descendue à 2. Donc elle a perdu 3 fois consécutivement 70% en l'espace de 2 ans. Voilà. Ouais, c'est comme les actions russes aussi, où elles ont perdu genre 70%, puis elles ont reperdu, et puis finalement elles ont terminé par être complètement bloquées et on peut plus les échanger. Ouais. Et là pareil, t'as des gens qui se sont dit c'est une bonne idée, let's go, c'est vraiment pas cher. Et voilà. Ça c'est plus de l'investissement, c'est vraiment de la spéculation. Ah, c'est de la spéculation. En fait, moi j'ai rien contre la spéculation, le trading, tant qu'on le fait avec les règles. Tu vois, on peut avoir de l'investissement, on peut avoir une poche trading. Dans la poche trading, on peut par exemple faire des small caps. J'ai aucun problème avec le fait de faire des small caps. Sauf que il faut suivre les règles du jeu auquel tu joues. Tu fais de l'investissement long terme DCA, ça baisse, tu rachètes. T'es sur une small cap spéculative, elle casse un support majeur, tu vends. Pas le même terrain de jeu, rugby, football, ok c'est de l'herbe, ok il y a une pelouse, ok il y a un ballon, ok il y a 2 équipes qui s'affrontent, mais c'est pas la même règle. Le but, on le met pas de la même façon. Le trader de court terme, s'il veut s'attaquer à des choses plus spéculatives, doit suivre des règles. S'il fait des cryptos, il doit pas mettre trop de levier. S'il fait des small caps, il doit toujours mettre un stop. S'il fait des biotech, il doit jamais mettre plus de 1% de son portefeuille sur un dossier. Sinon, on peut voir, moi j'ai déjà vu un investisseur particulier commencer la bourse, faire que des small caps, ne mettre aucun stop et se retrouver avec toutes les lignes à moins 30. J'ai vu une petite mamie de 60 ans se retrouver avec un portefeuille 100% biotech parce que elle avait suivi un tel, puis un journal, puis une conférence qu'elle avait achetée, puis que toutes les biotech françaises étaient en baisse pratiquement à ce moment-là et qu'elle était en large perte. Elle était là, pas vendue, pas perdue, peut-être que ça va remonter, etc. Sauf que le problème des biotech françaises, c'est que c'est structurel, c'est que si elles font appel au marché, c'est qu'elles n'ont pas été rachetées par d'autres, c'est que les dossiers sont moins viables. C'est pas du tout comme les biotech aux États-Unis. Il y a jamais d'OPA en France. Il y a jamais des objectifs d'analystes qui sont touchés. Des fois, t'as une biotech à 3 euros, un analyste qui dit, bah non, ça en vaut 17. Donc voilà. Suivre les règles du jeu auquel on joue. Certes, on est dans la rubrique création de patrimoine, investissement bourse, mais tu gères pas la même façon un DCA multi-actif ou un 10 avec des ETF, en DCA, donc pas de stop, etc., que trader des small caps. Après, je dirais que l'erreur fait partie de l'apprentissage. Il est bon de trader, d'investir plusieurs années pour potentiellement faire ces petites erreurs sur des petits montants avant de monter en puissance. Ça évitera de faire des erreurs plus tard sur des plus grosses sommes et de le payer parfois très cher. J'avais une petite question, c'était, là tu vois, on parle trading, on parle investissement long terme. Toi, il y a 10 ans, tu avais quel pourcentage trading long terme
Aujourd'hui, est-ce que ce pourcentage, il a évolué? Il y a 10 ans, j'étais à 80% trading court terme, spéculation, 20% investissement. Maintenant, je suis à 90% investissement, 10% trading. Ouais, ok. Voilà. Ouais. Donc et ça, c'est assez récent, ça? Ou t'as changé progressivement? Ça s'est fait progressivement. Progressivement, naturellement. Là, j'ai 38 ans. À 28 ans, en fait, je viens de commencer à travailler parce que j'ai fait des études jusque 24-25 ans. J'ai fait des stages à Césure et autres pour pouvoir me former. J'ai commencé réellement, à monter à Paris, avoir un premier salaire intéressant autour de 26-27 ans. Au début, t'es jeune, tu travailles dans la bourse, tu mets le peu que tu peux épargner dans des produits de bourse, dans de l'effet de levier, tu crames quelques comptes, etc. Et puis passé 30 ans, t'as une femme, t'as envie de construire ta vie, tu mets de l'argent de côté pour un petit projet IMO, puis après tu mets de l'argent de côté dans des startups en private equity parce que tu as des copains à toi qui montent des sociétés, puis après tu es intéressé par la diversification dans l'or ou les cryptos, donc tu prends aussi des participations dans des projets où tu achètes de l'or physique et progressivement en fait, je me suis mis à banquer des sommes d'argent que j'avais réussi à gagner dans le temps. En me disant que que je créais des pierres, des blocs de mon patrimoine, et je gardais toujours cette poche trading, et je le dis même aux gens que j'aide, que je forme. On est des hommes, là, nous deux, et beaucoup de personnes qui font de la bourse en France sont des hommes. Les hommes ont besoin de vibrer, les hommes ont besoin d'adrénaline, de challenge, ou bien parfois c'est de l'ego, d'avoir raison. Avoir une petite poche trading pour aller faire un scénario sur les indices ou sur une crypto ou sur une couverture de portefeuille et tout ça, moi je trouve ça intéressant d'un point de vue mécanique de réflexion, gestion du money management, gestion de la position, etc. Ça m'apporte pas que de l'argent quand je gagne, ça m'apporte une mécanique, une logique, un combat avec moi-même. Je trouve ça intéressant. Mais alors qu'avant, j'avais des positions de trading en permanence. Maintenant, je peux faire un trade tous les 2 mois. Au mois de février, je trouve que le Nasdaq est trop haut. Pendant 1 à 2 semaines, je vais travailler le Nasdaq pour avoir une position baissière. Ça va baisser pendant 2 semaines, puis je vais couper ma position. C'est un trade qui aura duré 1 mois en tout. Le mois suivant, le marché repart et monte pendant 5 semaines consécutives. J'arrête de trader, je ne touche pas. Et ce n'est seulement là que mi-avril, 1 mois et demi plus tard, que je reprends une position vendeuse sur Nasdaq pour couvrir mon portefeuille. Donc quand l'or était revenu à 1600, 1700 dollars il y a plus d'1 an, pareil, j'avais pris des positions de court terme en plus de mes investissements long terme parce que je considérais que c'était une zone de prix clé, et d'essayer d'être un peu plus comme un sniper qui attend des configurations bien précises avec des probabilités de gain plus importantes, plus fortes, aussi dans lesquelles je me sens à l'aise en fait, que d'être en permanence dans un trade sur son téléphone, charge mentale, c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. Ok. Tu dis souvent sur Twitter, sur le court terme, 90% des spéculateurs, enfin des traders particuliers perdent de l'argent. Et sur le long terme, à plus de 10 ans, 90% des investisseurs long terme gagnent de l'argent. Ouais. Est-ce que tu penses que les 90% qui perdent en court terme, c'est parce que justement ils font que ça? Est-ce que tu penses qu'avoir juste une petite poche de spéculation, ça permet à la fois d'assouvir un peu ses besoins de challenge, d'ego, un petit peu comme ce que tu disais, mais du coup il faut que 80-90% comme tu fais soit quand même sur du long terme? C'est ça ta vision des choses aujourd'hui? Ouais. Et puis je pense qu'il est important d'avoir différents comptes. Tu peux pas faire un DCA sur les cryptos et trader sur le compte sur lequel tu fais ton DCA crypto. Les meilleurs que j'ai connus dans les cryptos ces dernières années, ils ont un compte DCA crypto où ils ont une part de leur salaire qui va dans la plateforme, qui achète de la crypto tous les mois, que ça monte, que ça baisse, qu'ils vendent, qu'il pleuve, que ça prenne 50%, que ça perde 90%, ils s'en tamponnent. Et après, il y a une poche trading qui limite va être, qui peut être perdue,
qui peut être cramé à cause d'un trade ou à cause du courtier ou à cause de que sais-je. Mais ils en sont conscients et ça fait partie du plan. Ouais. Voilà. Ok. C'est, je pense, important d'avoir un PER, d'avoir un PEA, pour certains une assurance vie, et puis d'avoir le compte titre sur lequel on peut faire des choses un peu plus sportives, ou d'avoir 2 comptes titres. Un compte titre sur lequel tu fais un DCA multi-actif avec des actions américaines, des cryptos, des métaux, et puis d'avoir un autre compte à côté sur lequel tu fais du trading. En tous les cas, moi, c'est comme ça que je fais maintenant pour pouvoir, pour ne pas avoir envie de couper une position de long terme pour avoir du cash, pour alimenter une position de court terme. Je ségrègue les poches. Peut-être que quelqu'un de très carré réussira à faire les deux sur le même compte. Peut-être que c'est de par la connaissance de moi-même et de mes erreurs passées et de mes risques potentiels que je me suis dit, tu vas opérer comme ça tu vas contrôler ton côté négatif qui fait des erreurs. Comment le contrôler? Avoir un compte sur lequel je fais mes trades en levier, etc. Ce compte-là, imagine que je sois à l'achat un vendredi soir sur un 10 et que le week-end, il y a une guerre qui éclate, ou au contraire, je suis vendeur un vendredi soir et il y a un cessez-le-feu Russie-Ukraine qui tombe dans le week-end. Je sais que ma position peut éclater en vol, que cette poche peut éclater en vol. Ça m'empêchera pas de dormir le lundi soir qui suit, quoi. Est-ce que tu te souviens un jour d'une grosse erreur que tu as commise en bourse? Est-ce que ça t'est arrivé, ça, quelque chose où limite t'avais un peu froid dans le ventre, tu vois? Moi, les erreurs, j'en ai fait un paquet. Je pense qu'une des erreurs qui m'a le plus dégoûté ces dernières années, j'ai pris un turbo sur un indice et je me suis trompé de barrière. Du coup, plutôt que de prendre une barrière à 250 points, j'avais une barrière à 70 points. Le marché a décalé. J'ai vu mon produit perdre 50% d'un coup. Je me suis dit, comment ça se fait qu'il est aussi volatile, que le levier est aussi élevé? Ah merde, c'est ma barrière. 2 minutes plus tard, le produit était désactivé. Et ça, c'était une faute d'inattention, de concentration. J'avais noté plusieurs produits potentiels qui m'intéressaient. J'avais au final pas pris le bon. J'avais pas double-checké ma position. Et ça, c'est une erreur bête et méchante. Et ça coûte et ça dégoûte. Ouais, j'imagine. Donc, et puis, déroger de son plan. Par exemple, prendre une position à l'achat sur une action, tu gagnes 5, tu gagnes 7, tu gagnes 10%, puis elle retombe, tu te dis, je garde mon stop à mon entrée, je ne bouge plus, puis elle monte à 12%, et là tu te dis, je vais remettre mon stop à plus 5. L'action rebaisse, elle revient à plus 5, elle te sort, et derrière elle prend 40%. Et toi, t'es là, mais purée, mais je viens de louper 40% parce que j'ai été à 5% près. 5% qui ne changeait en rien ma vie. Je pouvais très bien mettre stop 0. J'avais aucune raison de le mettre à plus 4 ou plus 5 qu'à 0 parce qu'à 0, c'était un beau seuil et une invalidation claire. T'es con. Voilà. Tu te dis, mais voilà. Donc, suivre son plan. Ouais. J'ai dit, j'achète cette action, j'ai mis mon stop à 0, je n'y touche plus, je le suis parce que si je suis pas mon plan, je crée de la frustration. Si je crée de la frustration, je ne suivrai peut-être pas la même façon de faire la fois suivante. Donc, je vais modifier ma façon d'opérer. Si je modifie ma façon d'opérer pour la fois d'après et que là aussi, je me plante parce que j'ai modifié ma façon de faire et que si j'avais suivi mes préceptes du départ, j'aurais pas été... Donc là, c'est un cercle vicieux. T'as fait une erreur que t'aurais pas fait si t'avais suivi ton plan. Donc t'as modifié tes plans, donc t'as refait une seconde erreur et là, c'est la machine infernale. Ouais. Je pense, maintenant, je voudrais juste avoir ton point de vue d'analyste un petit peu sur le marché actuel, les taux, l'inflation, les instabilités de certaines banques, voire les faillites de certaines banques. Comment est-ce que tu vois le marché à venir? Est-ce que tu vois des opportunités? Est-ce que tu es plus cash aujourd'hui ou plutôt long? Je pense que on est dans de l'inédit et qu'il est très dur de faire des prévisions.
On a des marchés qui sont au plus haut, qui sont complètement perchés, alors que on a des dettes des États qui sont à des records historiques. On a des anticipations de coûts de la dette en Europe et aux États-Unis qui sont énormes. On a des banques centrales des États et des banques centrales qui devraient voir les dettes, les bilans continuer d'augmenter dans des proportions complètement folles dans les 10-20 ans qui viennent. On a un système bancaire qui est fragilisé par les hausses de taux répétées qu'on a eues, qui ont ébranlé des petites bancaires qui peuvent avoir des répercussions sur des moyennes bancaires puis des grosses bancaires. Le feu a été éteint par les banques centrales qui ont encore une fois mis des centaines de milliards sur la table en moins d'une semaine. Mais moi, ça me fait un petit peu peur quand je vois la banque centrale prête à baisser les taux ou à éteindre l'incendie à chaque départ de feu. T'as peur d'une question monétaire, c'est ça? Une question inflationniste? Il y a plein de choses. Il y a l'inflation aussi. Il y a l'inflation qui est élevée, qui retombe, mais qui pourrait rester relativement élevée comme elle l'a été dans les années 70. Dans les années 70, ça a été un peu une décennie perdue avec des marchés qui ont évolué en fait dans des grands ranges. Et c'est un peu ce qu'on a vu sur le CAC l'année dernière, une grande zone horizontale. C'est un peu ce qu'on voit cette année sur le Nasdaq aussi, une grande zone horizontale. Ça fait 1 an en fait que le S&P et le Nasdaq sont à plat. Dès qu'on va sur les bornes hautes, ça a du mal parce que on a des chiffres économiques qui sont pas top, un risque récessif qui est toujours là, des bénéfices qui stabilisent, qui ne montent plus. Et dès que ça chute, on a les banques centrales qui nous disent vous inquiétez pas, on est là et ça va bien se passer. Donc on est un peu mi-figue mi-raisin, coincé là-dedans. Est-ce qu'on va avoir une récession ou pas de récession? Moi, je suis convaincu qu'on va avoir une récession, un ralentissement et que ça va venir peser sur les entreprises et sur les indices à un moment donné. Mais je pense aussi que les banques centrales seront là parce que c'est la nouvelle donne. Tu sais, on disait en début d'émission que le jeu peut changer, les règles peuvent changer. On a testé le quantitative easing de 2008 à 2020, ça fonctionnait. On a testé l'hélicoptère money et le super quantitative easing après le 2020, après le Covid. Donc maintenant, en fait, il n'y a plus de limite. La liquidité est là, tant qu'elle est là, tout va bien. Je serais pas étonné si à tout moment le Nasdaq repère 15-20%. Je serais pas étonné si les indices en général repèrent des 15-20% et les cryptos aussi, que les métaux se faisaient secouer également. Mais tu serais étonné s'ils gagnaient 15-20%, quoi. Mais je serais étonné qu'on continue la course actuelle, que le Nasdaq revienne sur ses plus hauts historiques et que les cryptos, le Bitcoin aille à $50 000. Ouais. Parce que je pense qu'il y a de la liquidité qu'on a injectée à court terme pour pouvoir sauver la mise des bancaires. Mais à un moment donné, si tu veux, si on continue d'injecter, si on continue de soutenir, de faire des QE déguisés, etc., l'inflation, elle retombera jamais. Si l'inflation, elle reste élevée, on va rester avec des taux élevés. Si les taux sont élevés, ça va gréver les investissements des entreprises, ça va gréver les dépenses des consommateurs. Si les consommateurs, à un moment, commencent à moins dépenser, à perdre de l'argent un petit peu dans leur vie au quotidien puisqu'ils ont moins de pouvoir d'achat, l'immobilier aussi qui commence à tousser à cause de taux élevés aux États-Unis, t'as ce qu'on appelle l'effet richesse qui est réduit. On voit en fait que ces derniers mois, les investisseurs, les particuliers américains continuent de dépenser, mais en fait, ils dépensent à crédit. Ils font des crédits revolving avec des taux qui n'ont jamais été aussi élevés, autour de 15-20%. Le coût de cette dette des particuliers à court terme, il est sur des records historiques là. Donc si tu veux, il y a un moment donné où tu as épuisé la poire pour la soif, il y a un moment donné où tu as épuisé tes possibilités de crédit à court terme, il y a un moment donné où si tu peux plus payer ton immobilier, ça commence à être problématique. Et je voudrais pas donner l'impression d'être un oiseau de mauvais augure, mais il y a quand même beaucoup de choses sur l'effet de levier, l'immobilier, etc., qui ressemblent un peu à la crise des subprimes en 2008. On pourra dire oui, mais les banques centrales sont là. On pourrait dire oui, mais les banques sont plus protégées qu'avant. Les règles ont changé, les effets de levier sont pas les mêmes, mais oui, non, je pense que on joue avec des sommes absolument pharaoniques. Tu vois, le marché des cryptos, c'est entre 1000 et 2000 milliards. Le marché action, c'est 100 000 milliards. Les obligations, c'est 300 000 milliards, mais il y a aussi 1 million de milliards de produits dérivés en circulation. Voilà, je sais pas ce qui va se passer, comment ça va se passer, mais c'est aussi pour ça que l'investissement long terme est pas mal, parce que tant que tout tourne, écoute, moi je vois mes investissements long terme monter, donc tout va bien.
Et puis je me dis que j'ai du cash de côté, des revenus, et si de toute façon ça baisse de 15-20%, comme je le pense possible, ce sera l'occasion de ramasser des nouveaux dossiers, plus de crypto, plus de métaux à meilleur prix. Donc avant, j'en aurais eu peur, j'aurais été dans la crainte, j'aurais eu une plus grosse poche de cash, etc. Maintenant, j'ai vu le temps passer, si tu veux. J'ai vu parfois 3 ans, 5 ans, 7 ans passer avant que des creux se fassent, avant que des crises prennent forme. Il faut jouer le temps long. C'est ça. Moi, je pense qu'on est complètement d'accord sur ça, sur ce que tu as dit au tout début. De toute façon, tu as dit, je pense qu'on est en train de vivre quelque chose d'inédit. Je pense que ça peut s'appliquer, peu importe le moment. Et puis, ce que tu as dit ensuite, c'est que je ne sais pas ce qui va se passer. Et je pense effectivement, c'est important de rappeler que une grosse différence entre analyser la situation macroéconomique actuelle et investir, quoi. Ça n'a rien à voir. Ça peut avoir un peu à voir, ça dépend ce que vous faites. Mais si vous investissez sur le long terme, en tout cas, c'est ce que tu disais avec ton conseil numéro 1, c'est que la première chose à faire, c'est savoir ce qu'on veut, ses objectifs, son profil d'investisseur, sa tolérance au risque. Et on s'en fout complètement, ou presque en tout cas, de la conjoncture économique. Et c'est pas ça qui va dicter nos différentes poches, etc. C'est justement plus quel risque tu es prêt à prendre, tes objectifs. C'est ça qui détermine ce que tu vas mettre après dans tes investissements, quoi. Ouais, complètement. Ok, bon ben ça c'est super. Merci en tout cas pour ta réponse sur ça. Juste question rapide, un petit peu curieuse. Comment tu construirais un portefeuille boursier aujourd'hui? Comment tu t'y prendrais globalement si tu devais partir de zéro aujourd'hui? C'est compliqué comme question parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça dépend. Comment faire table rase de tout ce que je sais, de tout ce que je pense, et de faire comme si j'étais un débutant, tu vois? Pas forcément si tu étais un débutant, tu vois, mais si aujourd'hui tu t'enlèves toutes tes positions, sur quoi tu partirais aujourd'hui avec tout ce que tu sais, tu vois? Comment tu construirais ton portefeuille, mais en sachant ce que tu sais, tu vois? Je dirais que c'est plus ou moins celui que j'ai construit pour ma femme, qu'on vient de faire ensemble, en fait. 15% de métaux, 15% de crypto, 60% de d'ETF ou actions, et 10% pour s'amuser. Voilà. Ok, très clair. 15% de crypto parce qu'il en faut et que c'est très spéculatif, mais que ça fait partie de la curiosité et de la nécessité de voir les nouvelles classes d'actifs se développer, d'en avoir. 15% de métaux parce que j'adore ça en termes de diversification et de protection. 60% d'actions et ETF parce que c'est la poche la plus importante, c'est le marché action, c'est ce que je connais, c'est ce dont je crois, et puis 10% pour un joker, pour un ETF thématique, pour une action ou pour un scénario spéculatif, pour pouvoir justement, assouvir cette volonté de jouer ou de prendre un risque, mais de ne pas le faire sur l'ensemble du portefeuille. Voilà. Ok. Juste qu'on parle aussi assez rapidement de l'intelligence artificielle. J'ai vu que tu avais sorti d'ailleurs une newsletter à ce sujet. Ouais. On vit peut-être en fait un tournant technologique assez historique où bien on a par exemple ChatGPT, bon j'imagine tout le monde a testé, on a des intelligences artificielles aujourd'hui qui sont généralistes, qui peuvent répondre un peu à tout. On a aussi de l'autre côté par exemple OpenAI qui investit sur des robots qui répondent avec la pertinence de ChatGPT 4 par exemple, et qui ont aussi une voix aussi humaine que nous. Ça c'est des intelligences artificielles qui existent aujourd'hui. Finalement, on pourrait inviter une troisième personne dans cette émission qui serait une intelligence artificielle. Mais ça, j'imagine, c'est juste un peu la surface de l'iceberg. Je pense que ça pourrait changer un peu en profondeur pas mal d'activités d'entreprise, pas mal de fonctionnement profond finalement d'entreprise et même de société. Dans le même temps, on a vu Elon Musk, Steve Wozniak, plus de 1000 scientifiques signer une lettre ouverte qui disait les gars, faites attention à l'intelligence artificielle, ça serait cool qu'on arrête le développement, en tout cas la mise en public de nouvelles intelligences artificielles, le temps au moins qu'on réussisse à avoir des outils pour savoir si tel contenu a été créé avec de l'IA ou pas. Et en tout cas, c'était pour alarmer plutôt sur le risque et le danger que ça représentait. Tout ça pour dire que côté investissement,
Est-ce que toi, cette technologie-là, est-ce que c'est quelque chose que tu considères, toi, pour ton portefeuille? Est-ce que c'est quelque chose que tu anticipais ou voilà, en tout cas que tu prends en compte dans tes décisions d'investissement ou pas du tout? Pas pour le moment. Je dirais que j'ai essayé de jeter un œil un petit peu sur les ETF, robotique, intelligence artificielle, etc. Bon, quand tu trouves un ETF où la 9e valeur de l'ETF c'est du Nike, dans Okay. un truc comme ça, tu te dis bon, c'est peut-être pas au point. Il y a une hype autour de l'intelligence artificielle à court terme, et quand il y a une hype sur quelque chose, j'aime pas trop, parce que c'est souvent qu'on va atteindre un phénomène de bulle de court terme qui va éclater avant que le méga trend reprenne par la suite. On a eu ça sur les valeurs techno, on a eu ça sur les cryptos, etc. Je pense que l'intelligence artificielle est un méga trend. Ça va complètement bouleverser notre société dans les 20 ans qui viennent, de la même manière que l'Internet a bouleversé notre société depuis 20 ans. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez fou qui est en train de se mettre en place. Quant à en mesurer les effets, c'est compliqué. J'aurais envie d'être optimiste, de voir tout ce que l'intelligence artificielle pourrait nous aider à faire. Réguler tous les flux de marchandises et de nourriture à travers la planète, de faire en sorte que on n'ait plus 30% de gaspillage alimentaire à échelle planétaire, que ça nous aide à guérir certaines maladies plus rapidement, que ça nous aide à avancer sur beaucoup de choses. Bien évidemment que j'ai envie d'être optimiste et de penser que ça va être le cas. Ouais. Et ça va être le cas sûrement sur certains pans de la société, des industries, etc., etc. Mais j'ai tellement aussi peur de tout ce que ça pourrait engendrer. On a vu là, tu le disais, on peut maintenant animer des robots, on peut animer des personnes, faire des vidéos de personnes. Tu sais, on a vu des photos du président Macron dans les poubelles, des photos montées par Midjourney. Ouais. On a vu le pape avec une doudoune blanche. Ça a été utilisé là récemment par des pirates qui voulaient toucher une rançon. Ils ont envoyé la vidéo d'une petite fille qui disait à ses parents qu'elle avait été enlevée. C'était une vidéo faite par voilà, toutes les technologies qu'on a aujourd'hui, de copie de la face, de la voix, de tout ça. Voilà, ça va aussi engendrer des dérives. L'intelligence artificielle, faut pas se voiler la face, elle va faire perdre énormément d'emplois. Quand j'entends l'autre jour sur BFM un journaliste dire oui, mais ça va aider à en créer, putain, mais ça va créer 1/10, même pas, des emplois que ça va supprimer. Il y a plein de métiers qui vont plus servir à rien parce que l'intelligence artificielle va les remplacer. La robotisation, l'informatisation, la digitalisation et l'intelligence artificielle, à eux quatre, vont faire exploser le taux de chômage dans les pays développés dans les 20 ans qui viennent. Je sais pas si j'ai envie de vivre dans une société où tout est rationalisé, les dépenses, les retraits, l'utilisation des fonctions, des ressources, etc. par un robot, par une intelligence qui a le pouvoir de réflexion. Je sais pas si j'ai envie d'être entouré de robots pour faire le nettoyage de ma piscine ou passer le balai dans ma maison. Ça peut être sympa sur le papier, mais ça peut engendrer une déshumanisation, des moindres rapports sociaux entre les gens, beaucoup plus de chômage, beaucoup plus de rationalisation dans tout, et qu'on perde un petit peu cette originalité qu'a l'humain, ses travers évidemment, ses erreurs, mais aussi son authenticité qu'on perdrait totalement avec l'intelligence artificielle. Donc, je vois ça en tant qu'investisseur d'un œil curieux. Donc, je fais des recherches. C'est aussi pour ça que j'ai demandé donc à Mehdi Slimani, analyste chez BNP, qui connaît bien le sujet, de faire effectivement un épisode sur l'intelligence artificielle dans ma newsletter qui est sortie récemment. Tu vois, moi, je suis né en 1984. J'ai presque 40 ans, j'ai vécu à une époque où j'allais chez mes grands-parents, j'allais me promener dans la nature, j'avais pas d'ordinateur dans la main, il y avait des animaux dans la nature, le pare-brise de la voiture, il était rempli de moustiques. J'ai connu le début de l'informatique, des jeux vidéo, j'ai été un gamer quand j'ai été jeune, mais je connais les deux mondes. Je connais le monde dans lequel a vécu mes grands-parents, avec peu de lumière, peu de machines au début, la nature et la notion de travail, et la société digitale, informatique, rationnelle, etc. J'ai connu ces deux choses-là, et pour des jeunes qui vont naître dans la société de demain, où on a plus de robots, moins d'animaux, ça m'enchante pas vraiment, quoi. Ouais, je vois.
Voilà. Ok. Juste pour le taux de chômage élevé à cause de l'IA qui va remplacer beaucoup d'emplois. C'est vrai qu'on peut se dire ça à première vue. Après, moi, j'en suis pas sûr dans le sens où, tu vois, il y a 100 ans en France, 80% des emplois, c'était dans l'agriculture. Et l'agriculture intensive, la robotisation, etc., a complètement changé la société où Ouais. on est devenu une société Après, on a de fait services, tu vois. l'industrie. Oui, c'est ça. Après, on a fait l'industrie. Après l'industrie, on a fait la société de service. C'est quoi après? La société de l'IA, c'est ça que tu veux dire? Après avoir fait agriculture, industrie Hmm. et services, après, il y a de moins en moins de place pour l'homme, en fait. Dans les grands groupes, notamment américains, on voit que la part de la notion travail de personnes dans la génération du chiffre d'affaires de la boîte est de plus en plus petite. L'humain est de moins en moins important. Ouais. C'est de plus en plus des machines, des systèmes, de la publicité, des choses qui se font complètement automatiquement. Et l'homme a une importance de moins en moins grande dans la société à venir. Pour moi, l'homme sera nécessaire à la machine économique parce qu'il est un consommateur. Parce qu'il est un consommateur et qu'on doit faire en sorte qu'il puisse vivre, manger et dépenser toute sa vie pour pouvoir faire tourner le système capitaliste, va falloir lui donner de l'argent. Si y a une épidémie et que les gens peuvent pas bosser, on leur envoie de l'argent. S'il y a un chômage élevé, on leur donne de l'argent. Peut-être que si l'IA fait qu'il y a 10% de taux de chômage de plus dans les 20 ans qui viennent, eh bien on créera le salaire universel pour donner le minimum nécessaire aux gens qui puissent avoir leur abonnement téléphonique, leur iPhone dans la main et manger à leur faim. Sinon, on sait très bien que quand les gens ont faim, il y a des révolutions. Je crains que l'homme qui était avant force de travail, créateur de richesse, ne devienne que la matière première de sa création. Et si je devais aller le plus loin dans mon extrapolation, puisqu'on est dans la science-fiction, je dirais que l'extrapolation finale, c'est Matrix. Matrix où en fait le système informatique et robotique vit, mais a besoin d'une matière première. Cette matière première, c'est l'humain. L'humain qui n'est à ce moment-là plus consommateur, mais tout simplement source d'énergie, tu vois. Ouais, je vois très bien. Ok. Ouais. Voilà. Donc, que deviendrons-nous? Est-ce qu'on va s'affranchir? Est-ce qu'on va céder de l'IA pour améliorer le monde et faire que tout soit beau? Ou est-ce que ça va être détourné, mal utilisé? Et nous le verrons dans le prochain épisode. C'est vrai que c'est aussi une question de volonté. Est-ce qu'on veut s'affranchir ou est-ce qu'on veut toujours être toujours dépendant d'IA, de technologie comme ça. Bon, ça, c'est vrai on est tombé un peu dans la science-fiction, hein, effectivement. Si on revient un peu plus terre à terre, effectivement, je voulais parler un petit peu d'analyse technique, d'analyse graphique, juste pour savoir à quel point, en fait, ça peut être utile ou pas pour un investisseur long terme, dans le sens où je pense que toi, du coup, tu as une grosse expérience de l'analyse technique. Je pense que tu as basé pas mal de trades sur ça. Dans le même temps, si on prend un peu les pères fondateurs, enfin, en tout cas, les investisseurs de légende du long terme, genre Graham, Buffett, Malkiel, Bogle, etc., même les académiciens, les académiciens. En fait, je le dis bien, je crois, mais dans ma tête, ça sonne mal. Mais justement, on parlait de Fama, de French. Eux, ils te diront plutôt que l'analyse technique, c'est un peu du bullshit. Il y en a qui vont même le tourner en dérision, quoi, et ils s'en servent carrément pas. Limite. Est-ce que tu penses qu'un investisseur long terme, il a besoin nécessairement d'une analyse technique, ou est-ce que tu penses qu'il y a une non-concordance des temps, dans le sens où l'analyse technique, c'est plus pour le court terme, et l'investisseur long terme, du coup, il n'en a pas besoin puisque c'est sur le long terme. Alors, c'est une bonne question, c'est un bon sujet. Est-ce que l'analyse technique est utile pour l'investisseur de long terme? Quel est le principe de base qu'on a évoqué ensemble pendant cette émission, que tu utilises toi, et que Warren Buffett, Benjamin Graham et Bogle utilisent tous? Qu'est-ce qui fait qu'on est en bourse et qu'on investit? C'est que depuis 150 ans, les indices sont composés des meilleures entreprises dans un système où les bénéfices des entreprises montent progressivement avec des creux de temps en temps, mais montent. Donc en fait, le principe de base de tous les plus grands que tu viens de me citer, c'est d'investir sur un des actifs de la planète qui est dans une tendance haussière et dont la tendance est une des plus puissantes. C'est-à-dire qu'ils ont étudié le prix des timbres, du vin, des instruments de musique, de l'immobilier,
des matières premières, des indices. Ils ont fait toutes les courbes. Et à la fin, ils se sont dit, oh purée, la plus ascendante de toutes, c'est les marchés financiers. Donc en fait, tous, toi, moi, eux, on s'est tous basés sur de l'analyse technique. On veut aller dans la classe d'actifs la plus haussière de la planète. Donc c'est faux de dire que l'analyse technique ne vaut rien. C'est juste que il faut la recadrer, savoir l'utiliser et en parler à bon escient. Quelqu'un qui fait du DCA sur un 10, s'il fait de l'analyse technique sur un 10, il doit la faire sur 50 ans. Donc, il doit prendre des graphiques pluriannuels, en échelle logarithmique, les mecs sur 50 ans. Et même si le marché perd 60% demain, il sera toujours haussier sur une échelle de très très long terme en logarithmique, donc il restera investi et continuera d'acheter. Bien évidemment, celui qui fait du court terme va faire de l'analyse beaucoup plus court-termiste et l'utiliser différemment. Celui qui fait de l'analyse technique sur des small caps comprendra bien que, contrairement à des grosses boîtes solides comme Air Liquide ou les indices boursiers à très long terme, les small caps peuvent avoir des cycles haussiers, des cycles baissiers. Certaines small caps peuvent aller à zéro, peuvent faire faillite, donc mettront des stops de protection et se serviront de l'analyse technique pour mettre leur stop de protection. Moi, que souvent on dit, il faut faire soit analyse technique, soit analyse fondamentale, et je pense que les meilleurs analystes ou gérants ou traders particuliers que je connais, c'est ceux qui font les deux. Tu vois, un jour, j'ai le responsable du site Master Bourse qui fait de l'analyse fondamentale, qui me dit qu'il a été sur une action pendant 5 ans. Elle était à plat dans un range. Pendant 5 ans, il avait une conviction de malade, c'est que cette action qui cotait 15 euros, elle était au ras des pâquerettes, ça valait rien. Au bout de 5 ans, elle a passé les 20 euros pour la première fois. Elle est montée enfin à 40. Il était content. Puis à 55, il était très content. Il est sorti. Elle est montée à 120 derrière. Il me dit, j'avais une lecture fondamentale de ce dossier qui oscillait entre 15 et 20 euros. Il aurait suffi que j'économise mon temps, ma patience, que j'ai la même analyse, mais que je l'achète uniquement le jour où elle casse les 20 euros. J'aurais économisé 5 ans de mon temps. Et le fait d'avoir perdu ces 5 années-là fait que lorsque c'est monté de 150%, fatigué d'années d'attente, il est sorti alors qu'il y avait juste à se laisser courir. Tu fais du trading sur small cap, tu mets des stops, tu utilises l'analyse graphique. Tu fais de l'analyse fondamentale, value investing, tu cherches des valeurs qui parfois pendant des années ne font rien. Tu vas les acheter sur un gros signal technique. Tu fais du DCA, tu fais pas d'analyse technique, tout simplement. Mais en fait, comme je viens de le dire il y a quelques instants, en fait, quand tu fais du DCA, tu fais de l'analyse technique, puisque tu achètes la dynamique haussière de très très long terme des indices boursiers. Okay. Donc on fait tous de l'analyse technique. C'est intéressant de voir ça comme ça. Je pense que j'avais jamais dit. C'est la première fois que je sors cette réponse-là, et celle-là, elle va être collector. Je vais la garder. C'est pas mal parce que c'est vrai que moi, dans ma tête, quand on me dit analyse technique, ça sonne court terme, ça sonne on fait des droits, des ranges, des trucs, du Fibonacci, etc. Effectivement, si tu es un investisseur long terme qui regarde des graphes, en soi, c'est une sorte d'analyse graphique. C'est une sorte d'analyse technique. Ouais. Donc, c'est intéressant. J'avais jamais vu les choses comme ça, effectivement. Les collecteurs, ta réponse. Moi non plus. Mais tu vois, ça, c'est à force de mélanger un peu les pièces du puzzle parfois, de voir comment ça s'assemble, etc. C'est ce qui fait évoluer nos schémas de pensée, nos schémas d'investissement, et ça nous fait pas changer de braquet complètement, tu vois. Moi, je suis passé d'un investisseur action un peu court terme, beaucoup long terme, un peu long terme, à beaucoup long terme, un peu court terme, mais je suis resté investisseur et je suis resté sur le marché action. Ouais. Après, j'ai évolué, j'avais un peu de métaux avant. Ensuite, j'ai décidé de prendre du private equity, puis d'avoir une exposition crypto. Mais globalement, je suis toujours resté, un investisseur passionné, curieux, qui essaie d'être diversifié. Après, tu vas sillonner, et dans ton schéma de pensée, dans ton schéma de réflexion, dans tes acquis, tu vas aussi sillonner. Et puis parfois, des pièces vont s'emboîter et te sortir une réponse comme celle-ci, où en fait, tous ceux qui font de l'analyse fondamentale, qui disent que l'analyse technique c'est nul, en fait, en font, puisque leur principe c'est d'acheter de la bourse à long terme parce que c'est un rendement, c'est une hausse, et que c'est donc une tendance que l'on suit tous. Comme ton t-shirt, calme. J'adore. And follow the trend. C'est ça, keep calm and follow the trend. Yes. J'ai une dernière question pour toi, Nico. C'est un peu la signature de cette émission.
Ça s'appelle donc Secret d'investisseur. Chaque invité nous livre son petit secret d'investisseur en fin d'interview. Quel est selon toi ton propre secret d'investisseur qui te permet d'être un investisseur gagnant? Autrement dit, quel est le Chéron Secret? Je dirais que pour rebondir sur tout ce qu'on vient de se dire, l'ouverture d'esprit et la curiosité doivent rester des piliers de votre personnalité d'investisseur toute votre vie. C'est à partir du moment où tu penses que tu connais tout, que tu sais tout, que tu es sûr de toi, que tu vas te planter et aussi que tu vas laisser passer beaucoup d'opportunités. Exemple, tous les mecs de 50-60 ans qui ont loupé tout le train de la crypto, qui n'ont pas profité des hausses, pas profité de certains moves, pas investi dedans, qui continuent encore aujourd'hui de dire que ça vaut zéro et que c'est, voilà, alors que c'est une classe d'actifs de plusieurs centaines, voire milliers de milliards. Le jour où on arrête d'apprendre, en fait, on est mort. Ouais. C'est ça qui est génial avec la bourse, c'est que la bourse évolue, elle suit la macroéconomie, la politique, la psychologie des investisseurs, les différentes classes d'actifs, et ce, dans toute l'histoire humaine et de notre propre histoire à nous. Si tu deviens aigri avant l'heure ou qu'à 40 ans, tu penses tout connaître, tout savoir et que tu te feras plus jamais surprendre, voilà, la vie te surprendra et les marchés, surtout sur la bourse, rien n'est impossible, rien. Qu'un géant comme Wirecard en Allemagne puisse faire faillite et un jour être retiré de la bourse, personne s'y attendait. Que des bancaires puissent encore faire faillite aujourd'hui, personne s'y attendait. Qu'on sorte des dizaines de milliers de milliards pour soutenir l'économie, personne s'y attendait. Si t'es curieux, si t'es ouvert d'esprit, tu pourras embrasser la nouveauté, la comprendre, la mettre à profit. Si t'es toujours sûr de toi, que tu ne veux faire que ce que tu sais faire, que tu ne veux plus évoluer, plus apprendre, que tu perds ton œil d'enfant, en fait, t'es vieux avant l'âge. En fait, l'investisseur, le vrai, le curieux, restera jeune dans sa tête toute sa vie. Ouais. Voilà. On excusera alors Restons jeunes. Warren Buffett parce qu'il a plus de 90 ans. Mais lui, il est conservateur. Enfin, pas de crypto, pas de. Tu vois, en 2000, il avait pas de technologie. Ouais, il a plus de 90 ans, donc effectivement. Après, ça a bien marché pour lui, par contre. Hein. Cette stratégie-là aussi. Ça a très bien marché. Il a calmé tout le monde. C'est ça. Il a réussi à faire des super perfs et à ne pas se prendre la crise de l'an 2000, à pas se prendre trop les subprimes. Il a pas pris les cryptos, mais il a pris du Apple à fond. Est-ce que Apple, c'est pas le Nasdaq? Est-ce que les cryptos, c'est pas une corrélation avec le Nasdaq de folie? Donc, en fait, est-ce qu'il n'était pas plus ou moins indirectement sur la même chose, mais en plus liquide, parce que lui, il a des centaines de milliards, des milliers, tu vois? En fait, ceux qui jouent les cryptos, ils jouent la tech. Ceux qui jouent Apple, ils jouent la tech. Ouais. Donc en fait, Warren, il s'est juste dit, moi, je veux aller sur un truc qui est contrôlé, qui est liquide, où je puisse rentrer, sortir. Je vais pas aller faire de la crypto, je vais faire du Apple. Je ferai peut-être moins de perf, mais je me prendrai pas les gadins. Donc il fait pas des plus 50, mais il fait pas des moins 50 non plus. Résultat, on regarde sur les dernières années, est-ce qu'il fallait faire du Cathie Woods ou de la crypto ou autre? Bah non, c'est Warren qui a défoncé tout. Ouais, c'est ça. Mais je reste persuadé que dans le monde de demain, c'est l'investisseur diversifié qui encaissera bien les chocs. Celui qui aura des cryptos, des métaux, des actions, du cash, etc. En tous les cas, il y a ce qu'il faut faire et il y a ce dans quoi on est à l'aise. Moi, en fait, aujourd'hui, peut-être que tu pourrais me dire, bah, faut faire que du Warren. Je te dirais, bah, peut-être que les chiffres disent ça, mais moi, je m'y sentirais pas à l'aise d'être investi que sur le marché action, principalement dans de la tech avec Apple. Par contre, d'avoir un peu d'action, un peu de cash, un peu de long terme, une poche court terme, un peu de crypto, un peu de métaux, un peu d'art. Bah voilà, je me sens diversifié, je sais que j'ai un peu de tout, je sais que je deviendrai pas multimillionnaire, mais je le vis très bien. Du coup, bah, je suis pas stressé, je me crée un patrimoine et c'est ça. Et je fais mon petit bonhomme de vie et c'est ça l'important. Ouais. Yes. Ben, on est d'accord sur ça en tout cas. Diversifier, long terme, c'est un peu aussi
mes préceptes, quoi. Ben, merci beaucoup, Nicolas. Canon. C'était un plaisir de te recevoir. Ben de rien, Comment Mathieu. est-ce qu'on peut te retrouver, toi, si les gens veulent voir ton travail? Bien évidemment, je suis présent sur Twitter et je suis assez dynamique dessus. Mais sinon, je dirais que pour retrouver mon travail et ce que j'aime partager et pas mal de vulgarisation et des papiers très intéressants, c'est ma newsletter sur nicolaschéron.fr. On peut s'y abonner, c'est gratuit et on recevra toutes les semaines une newsletter. Sur les dernières, on a parlé de l'intelligence artificielle, du DCA amélioré avec l'accumulation rationnelle, des small caps. On va parler bientôt de la décennie perdue de Volcker. On va parler d'analyse graphique. Enfin, j'essaye de faire intervenir plein de spécialistes de plein de spécialités différentes pour continuer justement de se cultiver, de comprendre, d'apprendre, de voir ce qui se fait. Et puis je fais aussi une vidéo 2 fois par mois sur la chaîne YouTube de WiBourse, W-I Bourse. Yes. C'est un point de marché de 3/4 d'heure, 1 heure où je parle macro, marché, sentiment des opérateurs, analyse graphique et où je continue d'essayer de vulgariser. Voilà. Yes. Et ben n'hésitez pas, en tout cas, à aller voir le travail de Nicolas. Ça vaut le coup, je pense. Et c'est diversifié. C'est long terme de temps en temps. Et donc c'est top. Yes. Ben merci beaucoup, Nico. Ben merci beaucoup, Mathieu. À très bientôt. Salut. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette passionnante interview avec Nicolas Chéron, donc de ma série Secrets d'investisseurs. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez accéder à ma masterclass gratuite pour apprendre à investir en bourse. Le lien est en description. J'espère que vous avez autant apprécié cette conversation que moi et que vous en tirerez des enseignements pour votre propre parcours d'investisseur. Maintenant, j'ai besoin de votre aide. Juste, donc proposez-moi de nouveaux invités en laissant un commentaire. Vos suggestions sont précieuses pour continuer à vous offrir du contenu de qualité. Et puis, n'oubliez pas aussi de laisser un petit j'aime pour soutenir la vidéo et de la partager avec vos amis, votre famille, pour qu'ils puissent également bénéficier de ces précieux conseils d'investissement. Donc si vous écoutez aussi cette interview en podcast, vous pouvez laisser un petit avis 5 étoiles sur votre application de podcast. Ça aide beaucoup. Soyez présents lors des prochaines interviews de cette série. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos à venir. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour de nouveaux secrets d'investisseurs.